T'es-tu déjà demandé si la Terre pouvait être une créature intelligente ou plutôt une entité intelligente? Quelque chose avec un esprit et un instinct de survie? Présenté comme ça, on dirait un film de science-fiction dans lequel la planète où nous vivons se réveillerait soudainement un matin en se rendant compte qu'elle ne nous aime pas beaucoup et deviendrait complètement folle. Mais il s'agit d'autre chose. Ce que j'essaye d'imaginer, c'est plutôt l'idée que l'activité collective de la vie, celle des microbes et des plantes, pourrait modifier la planète et lui donner sa vie propre. Un peu comme un esprit vert. La métaphore de la Terre comme entité vivante n'est pas dénuée de sens. Des créatures rampent, nagent, marchent et volent en permanence dans les couches supérieures de nos sols, de nos océans et de notre ciel. Les plantes en recouvrent une immense partie. Et puis il y a des virus et des bactéries dans l'eau, dans la terre et dans l'atmosphère. Imagine maintenant que tous ces êtres vivants, les plantes, les animaux et les microbes, forment une grande équipe et travaillent ensemble. Ils ont des tâches différentes, mais un but commun, faire de la planète un endroit où il fait bon vivre. Par exemple, les plantes produisent l'oxygène que nous respirons et les animaux contribuent à la pollinisation des fleurs. Ensemble, ils forment la biosphère, qui est en quelque sorte l'équipe vie de la Terre. C'est là qu'intervient l'idée d'une intelligence planétaire. Les individus et les groupes peuvent être intelligents, alors pourquoi pas une planète entière? Les chercheurs pensent que nous devrions mesurer l'intelligence de la Terre en évaluant sa capacité à se maintenir en vie éternellement. Tout comme nous devons travailler ensemble pour survivre, l'intelligence collective d'une planète repose sur la capacité de toutes ces formes de vie à coopérer pour atteindre ce même objectif. C'est comme si la planète était un système complexe capable de prendre soin de lui-même, comme les forêts. Elle partage des nutriments grâce à des réseaux souterrains de champignons. Cela permet à tous les arbres de rester en bonne santé. Nous avons certainement beaucoup à apprendre des forêts. Si nous devions sauter dans un univers fantastique à la recherche de planètes intelligentes et conscientes, nous choisirions sans doute Mogo de Green Lantern. Il s'agit d'une entité qui peut par exemple changer son climat et modifier sa gravité, la croissance de ces plantes et d'autres choses du même genre. Et que dire de l'étonnante Pandora d'Avatar? Te souviens-tu des fascinantes scènes où l'on voit ces espèces d'organes qui ressemblent à des tentacules? Ils permettent aux créatures de communiquer entre elles à un niveau neuronal. C'est comme si la planète entière était un cerveau géant dont les cellules sont constituées d'une multitude d'arbres, de créatures et d'autres éléments plus petits. Nous sommes loin de tout ça, mais c'est amusant à imaginer. Pour l'instant, notre civilisation se trouve au stade que les scientifiques ont qualifié de technosphère immature. En bref, nous sommes encore trop concentrés sur l'utilisation de technologies qui ne sont pas toujours bénéfiques. Nous ne disposons pas d'une intelligence planétaire ou d'une compréhension collective de ce qu'il faut faire pour améliorer notre sort. Au lieu de cela, nous agissons chacun pour soi. Nous n'en sommes pas au pire des stades, bien sûr. Des chercheurs ont défini 4 stades distincts pour expliquer comment une intelligence planétaire pourrait avoir un impact sur notre avenir à long terme. Le premier stade est ce que nous appelons la biosphère immature. C'est l'époque où la vie a commencé sur Terre. Il y a des milliards d'années. Il n'y avait que des microbes et aucune végétation. Il n'y avait pas de rétroaction globale. Ce qui signifie que ces microbes ne pouvaient pas encore affecter la Terre et son atmosphère de quelque manière que ce soit. Le deuxième stade est celui de la biosphère mature. Il y a 2,5 milliards à 540 millions d'années. C'est le moment où les continents se sont stabilisés et où la biosphère a commencé à exercer une forte influence sur la Terre. Le troisième stade, connu sous le nom de technosphère immature, est celui où nous nous trouvons actuellement, avec des systèmes interconnectés de communication, de transport, d'électricité et d'informatique qui puisent leurs ressources dans les systèmes terrestres et affectent la biosphère. Le quatrième stade, la technosphère mature, est celui vers lequel la Terre devrait tendre à l'avenir. À ce moment, la technologie profitera à l'ensemble de la planète. Nous utiliserons des formes d'énergie durables. L'intelligence planétaire est le signe d'une planète mûre, et les chercheurs tentent de comprendre comment nous pouvons nous en rapprocher. Ce que nous faisons au niveau individuel a donc de l'importance. L'activité collective de la vie, comme celle des microbes ou des plantes, peut changer une planète et en faire plus qu'un simple rocher sans vie flottant dans l'espace.
Grâce à la biosphère, notre planète a découvert comment développer la vie de manière autonome il y a des milliards d'années. Et ça continue. Il nous faut maintenant trouver le moyen de mettre en place un système similaire, mais cette fois-ci avec la technosphère. Il est difficile d'imaginer que les planètes puissent devenir sensibles, comme Pandora ou un autre monde imaginaire. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les planètes se forment grâce à l'action commune de matériaux tels que les roches, les gaz et les liquides autour d'une nouvelle étoile. C'est comme lors d'une grande réunion de famille, où chacun apporte un ingrédient différent pour préparer un plat délicieux. Et tout comme ces ingrédients ne se transformeront pas soudainement en des êtres vivants, les matériaux d'une planète ne peuvent pas devenir des créatures conscientes par elles-mêmes. Sur Terre, après des milliards d'années de réactions chimiques complexes, des molécules ont commencé à se reproduire et à transporter des informations. Voilà comment la vie est apparue. Et la Terre est le seul exemple que nous connaissions. Voici la deuxième raison. Imagine que tu aies un grand jardin dans lequel tu plantes beaucoup de champignons et de bactéries en espérant qu'ils deviendront intelligents et t'aideront à prendre soin de tes terres. Mais les champignons et les bactéries n'ont pas de cerveau. Et ce n'est pas comme s'ils en avaient besoin. Pour les animaux, avoir un gros cerveau n'est pas simple. Il faut beaucoup d'énergie pour le faire fonctionner. Les animaux ne deviennent donc intelligents que s'ils ont besoin de l'être pour survivre et s'épanouir dans leur environnement. Les chiens et les chats sont assez intelligents parce qu'ils doivent éviter les dangers et trouver de la nourriture. Ils n'ont pas besoin de l'intelligence humaine qui construit des maisons, crée des œuvres d'art ou invente de nouvelles technologies. Il serait donc bien difficile d'amener tous les êtres et toutes les plantes au même niveau d'intelligence. La troisième raison pour laquelle il serait difficile pour une planète de devenir intelligente est la règle fondamentale du règne animal, la survie du plus fort. Toutes les créatures rivalisent pour l'accès à l'eau, à la nourriture et à l'espace. Non seulement les différentes espèces sont en concurrence les unes avec les autres, mais les individus d'une même espèce se battent également sans arrêt. Songe par exemple aux crabes violonistes qui se battent sur la plage, ou aux loups qui se disputent leur proie, ou encore à moi, lorsque je vois une place libre sur une plage bondée. Ce type de comportement ne nous conduira jamais à la coopération globale. Il y a quelques exceptions à cette règle. Par exemple, les fourmis. Elles ne sont peut-être pas les créatures les plus futées de la planète, mais lorsqu'elles forment une colonie, elles peuvent accomplir des choses incroyables. Récolter de la nourriture bien plus grosse qu'elles, construire des fourmilières, élever des petits et même pratiquer l'agriculture. En fait, elles agissent comme un super-organisme, toutes les fourmis travaillant ensemble à la réalisation d'un objectif commun. Les abeilles et les fourmis sont très altruistes et collaborent afin que leurs reines puissent se reproduire. Si une grande colonie de fourmis prenait le contrôle de notre monde, elle agirait comme un seul esprit et travaillerait dans son propre intérêt et dans celui de la planète, jusqu'à ce que celle-ci soit à court de ressources. Mais en réalité, il est difficile d'imaginer qu'un organisme, même un super-organisme, puisse atteindre un tel degré de conscience de soi. Cinquième raison. Comment communiquer? Entre eux, les insectes utilisent leurs phéromones et les humains leurs nerfs. Ces deux méthodes fonctionnent bien à une échelle réduite. Mais s'il s'agissait de faire communiquer une entité gigantesque de la taille d'une planète, je doute que ce soit rapide ou efficace. La communication au sein d'une entité comme celle-ci serait beaucoup plus lente que ceux que nous connaissons, avec nos ordinateurs et nos smartphones. Enfin, continuons à rêver de Pandora. Que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus de combustible? Tout d'abord, paradoxalement, elle grandit jusqu'à atteindre 1 million de fois sa taille initiale. En effet, lorsque le cœur d'une étoile n'a plus d'hydrogène, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Mais la fusion de l'hydrogène se poursuit dans les couches supérieures. En se contractant, le cœur se réchauffe. Les couches supérieures de l'étoile chauffent également et se dilatent. La taille de l'étoile augmente. À mesure que l'étoile grandit, elle engloutit toute la matière environnante, même ses propres planètes. Les astronomes ont pu observer des étoiles juste avant ou juste après qu'elles aient avalé des planètes. Mais jusqu'à récemment, ils n'avaient jamais vu le processus lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités ont annoncé que, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient observé une étoile en train d'avaler une planète. Et cet événement tragique ne s'est pas produit dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre Voie lactée, à quelques 12 000 années-lumière de nous.
des astronomes avaient repéré l'explosion d'une étoile dont la masse était de 0,8 à 1,5 fois celle de notre Soleil, près de la constellation de l'Aigle. En l'espace de 10 jours, l'étoile était devenue 100 fois plus brillante qu'avant, puis elle s'était éteinte rapidement. Plus intéressant encore, cet éclair avait été suivi d'un signal plus long et plus froid que le premier. Cette combinaison ne pouvait signifier qu'une chose: l'étoile avait englouti une planète proche. De quelle planète s'agissait-il? Les astronomes estiment qu'il pourrait s'agir d'un monde en ébullition, dont la masse serait de 1 à 10 fois celle de Jupiter. On appelle de telles planètes des Jupiters chauds. Il s'agit d'exoplanètes géantes, semblables aux Jupiters de notre système solaire, mais dont l'orbite autour de leur étoile dure moins de 10 jours. La planète dont il est question ici s'était progressivement rapprochée de l'étoile moribonde jusqu'à être attirée dans son atmosphère et, finalement, vers son cœur. Cette grande fête galactique date d'il y a 10 ou 15 000 ans, alors que l'étoile était âgée d'environ 10 milliards d'années. En raison de cet âge respectable, l'engloutissement lui-même a eu lieu à la vitesse de l'éclair. D'un seul coup, alors que généralement, les Jupiters chauds se font lentement grignoter par leur étoile. Les astronomes ignorent s'il y a d'autres planètes autour de cette étoile, peut-être à une distance moins dangereuse. Mais même s'il y en a, des milliers d'années s'écouleront avant qu'elles ne servent de plat principal ou de dessert. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes savent ce qu'ils doivent rechercher, ils vont se tenir à l'affût d'autres engloutissements cosmiques. Car un jour, notre planète, ainsi qu'une partie de notre système solaire, subira le même sort. Tout ce qui nous entoure disparaîtra en un clin d'œil. Mais tu peux respirer et te détendre. Cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que le Soleil est censé chauffer et se dilater au point d'avaler les planètes intérieures du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si les hommes parviennent à coloniser un autre monde d'ici là, il devra se trouver à au moins 10 000 années-lumière de la Terre, ils seront en mesure d'observer cette catastrophe. Le Soleil deviendra soudainement beaucoup plus brillant et éjectera de la matière dans l'espace. Il avalera plusieurs planètes, dont la Terre, avant de reprendre son état normal. Mais les étoiles ne sont pas les seuls objets de l'univers à avaler d'autres corps célestes. Il existe un autre type de monstre cosmique qui se nourrit de tout, même de la lumière. Tu as deviné? Eh oui, il s'agit des impitoyables trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de dévorer tout ce qu'ils trouvent. Ils en recrachent aussi une bonne partie. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont découvert que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, semble fuir. Pourquoi est-ce que ça change la donne? Parce que cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius à étoile, et dont la masse est de 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil, n'est pas un géant endormi ainsi qu'on le pensait. Il est peut-être encore actif, et cette fuite pourrait être un hoquet du trou noir lorsque celui-ci avale des nuages de gaz. Pendant leurs recherches, les astronomes se sont servis du télescope spatial Hubble. Il leur a permis de repérer un jet semblable à une flamme de chalumeau. Il s'enfonçait dans les nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau d'arrosage qu'on pointerait sur un tas de sable. Ce phénomène se produit souvent autour des trous noirs actifs qui s'entourent de divers matériaux grâce à leur immense force gravitationnelle. Une partie de cette matière pénètre dans le trou noir, mais une petite partie se voit emporter vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz géant s'approche trop près d'un trou noir supermassif, il se fait avaler. Et le trou noir éructe ensuite des mini-jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat d'éructations ayant eu lieu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle de gaz chaud géante. Elle suivait la trajectoire du jet sur 35 années-lumière ou plus en partant du trou noir. Les astronomes pensent que ce jet a pu pénétrer dans cette bulle de gaz et la dilater. Mais voici quelque chose d'encore plus effrayant. Il semblerait que certains trous noirs se dévorent les uns les autres. Enfin, en quelque sorte. Pour l'instant, ils essaient de partager leur repas. Mais qui sait ce qui se passera dans un avenir proche? Je vais tout te raconter en détail. Des astronomes ont repéré 2 trous noirs supermassifs en train de se régaler de la matière de 2 galaxies en fusion dans l'espace lointain. Ces géants ont été localisés à l'aide du grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA en abrégé. Ce télescope se trouve dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Au départ, les scientifiques les utilisaient
pour observer deux galaxies en train de fusionner, situées à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes ont également remarqué que deux trous noirs gigantesques se développèrent l'un à côté de l'autre, non loin du centre de la galaxie coalescente. Apparemment, ces trous noirs se seraient recroisés lors de la collision de leurs galaxies hôtes. L'un des trous noirs a une masse d'environ 200 millions de fois celle de notre Soleil. L'autre est un peu plus petit, environ 125 millions de fois la masse de notre étoile. Même s'ils ne sont pas directement visibles, ces trous noirs sont entourés de lumineux amas de gaz chauds et d'étoiles. Toute cette matière a été attirée par leur double attraction gravitationnelle. Avec le temps, ces trous noirs commenceront à tourner l'un autour de l'autre. Ils finiront par entrer en collision et par créer un seul trou noir, probablement encore plus gros. Les scientifiques ont observé ces trous noirs sur différentes longueurs d'onde et sont parvenus à la conclusion qu'ils sont tout à fait uniques. Ils sont situés plus près l'un de l'autre que ceux que les astronomes avaient prévus. La distance qui les sépare n'est que de 750 années-lumière, ce qui, d'un point de vue astronomique, est tout simplement la porte à côté. Et cette distance est proche de la limite de ceux que les technologies modernes peuvent détecter. Notons au passage que ces fusions gigantesques sont plus typiques des galaxies lointaines. Il est donc plus difficile pour les télescopes terrestres de les observer. Mais la sensibilité de l'ALMA a permis aux astronomes de surveiller ces régions lumineuses et compactes où la matière tourbillonne autour des trous noirs. Imagine un peu la surprise des chercheurs lorsque, au lieu d'un seul trou noir, ils en ont vu deux et qu'ils se nourrissaient de toute la poussière et du gaz soulevés par l'énorme fusion. L'aspect le plus important de cette découverte est qu'elle pourrait signifier que de tels duos sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. Et s'ils sont fréquents, il nous sera plus facile d'étudier les ondes gravitationnelles générées par ce genre de collision. Ces ondes sont également connues sous le nom d'ondulation de l'espace-temps. Mais sache qu'il faudra encore peut-être plusieurs centaines de millions d'années avant que ces deux trous noirs récemment découverts ne s'écrasent l'un contre l'autre. En observant leur comportement, toutefois, les scientifiques peuvent déterminer combien de trous noirs binaires sur le point d'entrée en collision existent dans l'univers. Allez, monte! Nous allons faire une tournée des planètes voisines de la Terre. Commençons par Mercure, la plus petite planète du système solaire. Pendant la journée, la température à sa surface peut atteindre les 430 degrés. Et pendant la nuit, elle peut redescendre jusqu'à moins 180 degrés. Si les températures sont si extrêmes, c'est parce que cette planète n'a pas d'atmosphère. Au lieu de cela, Mercure a une mince exosphère. C'est l'une des raisons pour lesquelles Mercure n'est pas habitable. Les températures et le rayonnement solaire y sont trop sévères pour qu'un organisme puisse y survivre. Mais imaginons qu'il existe un moyen de vivre sur Mercure. À quoi la vie ressemblerait-elle sur ce gros caillou? Sa surface est semblable à celle de la Lune. Au cours des millénaires, les météorites y ont imprimé de nombreuses marques. Mais contrairement à la Lune, la surface de Mercure est gris-brun. Maintenant, regardons l'air. Vu de Mercure, le Soleil paraît presque 3 fois plus grand que vu de la Terre. Et sa lumière y est presque 7 fois plus intense. Je me demande quel type de lunettes de soleil il faudrait porter si nous vivions là-bas. La vie pourrait-elle apparaître un jour sur cette planète? Ne te fais pas d'illusions, c'est très peu probable. Maintenant, que dirais-tu d'atterrir sur Vénus? Tu crois peut-être que la planète la plus chaude de notre système solaire est Mercure, car c'est la plus proche du Soleil. Mais en réalité, c'est Vénus qui détient ce record. Qu'est-ce qui fait que Vénus est si chaude? La principale raison est son atmosphère. Elle est composée presque entièrement de dioxyde de carbone. Et elle est si épaisse qu'elle provoque un réchauffement continu à la surface. En gros, les gaz de l'atmosphère emprisonnent le rayonnement thermique. Cette planète ne se refroidit donc tout simplement jamais. L'eau présente à sa surface se transforme constamment en vapeur. Si Vénus était un plat, son atmosphère serait donc comme un micro-ondes. Voilà pourquoi les températures peuvent y atteindre les 465 degrés. À quoi ressemblerait la vie sur Vénus? Sur Terre, les saisons changent à cause de l'inclinaison de la planète. Mais Vénus ne connaît pas de changements importants tout au long de l'année. Tout y est à peu près constant la nuit comme le jour. Et qu'en est-il du ciel? Les nuages sur Vénus sont jaunes ou d'un blanc très vif. Ils sont principalement composés d'acide sulfurique. Mais alors, pourquoi Vénus apparaît-elle rouge-orangé quand on la regarde depuis la Terre? Déterminer les vraies couleurs des planètes a toujours été très délicat. La coloration d'un corps spatial sera différente selon l'endroit d'où tu la regardes. Si nous voyagions jusqu'à Vénus, nous y trouverions une surface brun-rouge. Les molécules de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique retiennent la lumière qu'elle reçoit du Soleil. D'où la teinte rouge-orangé de la planète.
Et sais-tu qu'on dit souvent que Vénus est la jumelle de la Terre ? Les deux planètes sont de taille presque égale. Toutes deux ont des surfaces relativement jeunes et des atmosphères épaisses et nuageuses. De plus, l'orbite de Vénus est également la plus proche de la Terre. On pourrait donc s'interroger sur la possibilité de la vie sur cette planète. Mais je suis désolé de te l'annoncer, non, Vénus n'est pas habitable. Notre prochaine destination est Mars. Contrairement à Vénus, il y a des saisons sur Mars en raison de l'inclinaison de son axe de rotation. Elle connaît également un phénomène saisonnier secondaire à cause de son orbite fortement elliptique. Son hémisphère sud connaît des hivers plus froids et des étés plus chauds que son hémisphère nord. La température moyenne sur Mars est de -60 degrés. Et la chaleur peut aussi varier entre les pôles et l'équateur. Et elle peut varier de façon spectaculaire en une seule semaine. Mais ce n'est pas si terrible comparé aux deux planètes précédentes, hein ? Mars est-elle habitable ? La première chose dont un organisme devrait s'inquiéter ici, c'est du rayonnement spatial. La Terre a un champ magnétique et une atmosphère épaisse qui protège sa surface des radiations. Mars ne possède ni l'un ni l'autre. Sa gravité correspond à 1/3 de celle de la Terre. Et avec une gravité plus faible et une atmosphère plus ténue, il serait très difficile pour une créature de survivre sur la planète rouge. En 2013, la NASA a découvert un ancien lac d'eau douce qui aurait pu être un jour un environnement hospitalier pour la vie microbienne. Il existe des preuves que de l'eau liquide a jadis été présente sur Mars. Cela suggère que Mars aurait pu disposer d'un environnement favorable à la vie. Qu'est-il donc arrivé à toute cette eau ? La théorie la plus couramment admise est que l'atmosphère de Mars s'est trop raréfiée et est devenue trop froide pour que de l'eau liquide subsiste à sa surface. Sa disparition pourrait aussi être liée à la perte des premiers champs magnétiques. Ou ce serait sa taille qui serait tout simplement en cause. Mars est sans doute trop petite pour conserver de l'eau. Donc, pour l'instant, Mars n'est pas habitable. Mais nos scientifiques continuent d'envoyer des missions vers la planète rouge. Peut-être feront-ils de nouvelles découvertes ? On verra bien. Et maintenant, Jupiter. Tu t'es déjà demandé à quoi la vie pourrait ressembler sur la plus grosse planète de notre système solaire ? Jupiter est assez peu propice au développement biologique. Les températures sur cette planète ainsi que sa composition ne sont pas du tout favorables à l'apparition de formes de vie. Jupiter possède des couches de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Et ces gaz occupent toute la planète. Littéralement, il n'y a aucune surface solide. Les gaz vont jusqu'au noyau. Sous la surface, ils deviennent liquides et se transforment en plasma car la pression atmosphérique y est bien plus intense que n'importe où sur Terre. Pour mettre les choses en perspective, un organisme sur Jupiter devrait pouvoir résister à une pression atmosphérique 1000 fois supérieure à celle de notre planète. Un être vivant pourrait-il survivre dans de telles conditions ? Peu probable. Jupiter n'est absolument pas habitable. Mais bon, il paraît que sa lune, Europe, elle, pourrait l'être. Changement de décor. Saturne. C'est la deuxième plus grande planète de notre système solaire. Comme Jupiter, Saturne est une boule de gaz géante principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et la température sur cette planète ? Elle est glaciale. Et puis, il y a des vents extrêmement puissants. Les vents dans la haute atmosphère de Saturne atteignent une vitesse de 490 mètres par seconde. Comparons ça aux tempêtes sur Terre pour mieux comprendre. L'ouragan le plus puissant jamais enregistré chez nous se déplaçait à une vitesse de 107 mètres par seconde. Donc, la réponse à la question « Y a-t-il de la vie sur Saturne ?» est plutôt évidente. La vie telle que nous la concevons n'y existe pas. Notre prochain arrêt est Uranus, l'une des plus grandes géantes de glace. L'atmosphère d'Uranus est dominée par la glace. Mais ce n'est pas la seule chose qui explique la couleur bleue de cette planète. L'autre raison est le méthane dans son atmosphère. Il absorbe la lumière rouge et reflète le bleu. Et c'est la même chose sur Neptune. Uranus est la planète la plus froide du système solaire. Les températures peuvent y descendre jusqu'à -224 degrés. La vie sur Terre a besoin de la lumière du Soleil qu'elle transforme en énergie. Mais il n'y a rien sur Uranus pour produire l'énergie indispensable à un quelconque développement. Bref, Uranus n'a pas l'environnement nécessaire pour abriter la vie. Allons voir du côté de Neptune, la deuxième géante de glace. Qu'y a-t-il sur cette planète la plus éloignée du Soleil ? De toute évidence, il y fait incroyablement froid. Il n'y a ni source d'énergie pour la vie bactérienne, ni aucune eau liquide. Les scientifiques pensent qu'il est peu probable qu'on trouve de la vie sur Neptune à cause de ces conditions si peu hospitalières. Alors, qu'est-ce qui rend notre planète habitable ? Et je ne parle pas seulement de la vie humaine.
Je parle de tous les organismes, même des microbes. La vie nécessite des conditions très particulières pour être possible. Tous les êtres ont besoin de nourriture, d'eau et d'une température appropriée pour se développer. L'atmosphère est absolument cruciale. Les humains, par exemple, ont besoin d'oxygène pour respirer, et ils ne peuvent survivre que si les températures ne sont ni trop hautes ni trop basses. Et puis, il y a la gravité. Les conditions sur les autres planètes sont très éloignées de celles qu'on trouve sur Terre. La vie n'aurait donc probablement rien à voir avec celle que nous menons ici. Tous les êtres vivants se sont adaptés à l'atmosphère terrestre. Dans ces autres mondes, ils seraient confrontés à des conditions de survie à chaque fois très particulières. 2002 et 2023 ont été des années historiques en matière de découverte de nouveaux mondes fascinants. L'année dernière, la NASA a dépassé les 5000 exoplanètes confirmées. La liste est incroyablement variée. Elle comprend des super-terres rocheuses, des géantes gazeuses comme Jupiter, des géantes de glace comme Neptune, etc. Et ce n'est qu'un début. Il pourrait y avoir plus de 1000 milliards d'exoplanètes rien que dans notre galaxie. Mais la question la plus importante est de savoir combien d'entre elles sont habitables. Tu sais, pour nous, les humains, y a-t-il des planètes sur cette liste qui pourraient accueillir de la vie, ou qui pourraient même devenir notre future maison? Bien sûr qu'il y en a. Et en 2022-2023, nous en avons trouvé 5. Alors attachez vos ceintures et accrochez-vous pour un voyage mouvementé au-delà de notre système solaire. La première planète de notre liste est Wolf 1069b, une dénomination bien ennuyeuse. Je vais donc simplement la surnommer Wolfie. Car qui pourrait m'en empêcher? La NASA? Une nouvelle étude menée par 50 astronomes passionnés a confirmé quelque chose de génial. Cette exoplanète, Wolfie, située à seulement 31 années-lumière de nous, pourrait potentiellement être composée de roches. En d'autres termes, il s'agit théoriquement d'une planète habitable. L'équipe à l'origine de cette découverte a utilisé une technique appelée vitesse radiale pour détecter l'exoplanète. Cette méthode permet aux scientifiques d'étudier les mouvements des étoiles et des planètes. C'est un peu comme si on jouait au ballon avec un ami et qu'on voyait la balle se rapprocher de plus en plus au fur et à mesure qu'il la lançait. C'est un peu comme la vitesse radiale. Lorsqu'une planète se rapproche de nous, l'étoile autour de laquelle elle orbite semble aussi se rapprocher de nous. Lorsque la planète s'éloigne de nous, l'étoile a également l'air plus lointaine. Les scientifiques peuvent utiliser ces informations pour déterminer ce que fait la planète et quelle est sa taille. C'est ainsi qu'ils ont trouvé Wolfie. On estime que cette exoplanète a la taille de la Terre et qu'elle a une masse égale à 1,5 fois celle de notre planète. Elle est en orbite autour d'une étoile naine rouge que j'appellerais Wolfie's Mama. Mais c'est là que le bas blesse. Wolfie orbite dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie qu'il s'agit d'un candidat idéal pour la présence d'eau sous forme liquide à sa surface. C'est comme si nous avions touché le jackpot exoplanétaire. Waouh, j'aimerais bien avoir acheté un ticket. Cette étude estime que si Wolfie possède une atmosphère semblable à celle de la Terre, les températures pourraient atteindre 12 degrés Celsius, ce qui signifierait que de l'eau liquide pourrait s'accumuler sur le côté jour de la planète. Mais voici le hic. L'exoplanète est verrouillée par son étoile, ce qui signifie que c'est toujours le même côté qui fait face. Imaginons qu'un côté de la planète soit toujours baigné dans la chaleur de son étoile, tandis que l'autre est éternellement dans l'obscurité. Comme au collège, je plaisante. L'équipe à l'origine de cette découverte estime qu'il s'agit de la meilleure candidate pour des recherches plus approfondies. Mais il faudra probablement attendre encore 10 ans pour obtenir des réponses. D'ici là, nous devrons continuer à scruter le ciel avec nos télescopes et en croisant les doigts. La planète suivante est TOI 700e. Comment lui trouver un bon surnom? La NASA vient de découvrir une nouvelle planète qui devrait prendre la galaxie d'assaut. Ou plutôt en orbite. Je la surnommerai Toys Were Us. Elle fait presque la taille de la Terre, contient très probablement de l'eau liquide à sa surface et n'est qu'à 100 années-lumière de nous. Il ne s'agit pas d'un simple trajet en voiture, bien sûr, mais elle est assez proche dans le grand ordre des choses. Toys Were Us est la 4e planète de son système et a une orbite un peu courte. 28 jours seulement pour faire le tour de son étoile. Au moins, tu auras un anniversaire tous les mois. Hurrah! Cette fois, la découverte a été faite en utilisant la méthode dite du transit. Les planètes elles-mêmes sont incroyablement petites et difficiles à détecter. Mais lorsqu'une planète se trouve devant l'étoile, elle bloque une partie de la lumière qu'elle émet, ce qui la fait paraître un peu moins brillante. Dès que la planète s'éloigne, l'étoile retrouve sa luminosité. Pour trouver une planète, les scientifiques observent donc très attentivement si la luminosité change. Si c'est le cas, cela signifie qu'il y a probablement une planète qui joue à cache-cache avec nous. C'est ainsi qu'ils ont découvert Toys Were Us.
On la doit à la mission TESS. Elle a également détecté 66 nouvelles exoplanètes et 2100 autres candidats attendent d'être confirmés. TESS a produit des images de 75% de la voûte céleste. C'est ce qu'on appelle de l'efficacité. Toys R Us est située dans la zone habitable optimale, entre les planètes C et D. Mais elle pourrait être verrouillée. Tout comme Wolfie, il se peut donc que nous devions nous contenter d'un monde aquatique à une seule face. La découverte de Toys R Us est une piste prometteuse pour les futures observations de suivi. Et elle démontre le potentiel de TESS à trouver des exoplanètes encore plus petites à l'avenir. Qui sait, peut-être découvrira-t-on un jour un nouveau foyer pour notre espèce parmi les étoiles, ou du moins un nouveau lieu de vacances. Ensuite, nous avons des jumelles, GJ1002b et GJ1002c. Cette galaxie vient de se rapprocher un peu plus de nous avec la découverte de 2 exoplanètes, que je surnommerai Hansel et Gretel, qui se trouvent à quelques encablures de notre système solaire. En effet, ces 2 planètes semblables à la Terre sont situées à moins de 16 années-lumière, ce qui représente un saut de puce pour l'espace. À titre de comparaison, Proxima Centauri B est l'exoplanète de masse terrestre la plus proche, à 4,2 années-lumière. Ces 2 nouvelles voisines sont donc parmi les plus proches de nous. Elles sont toutes 2 en orbite autour d'une étoile naine rouge dont la masse équivaut à peine à 1/8 de celle du Soleil. Elle est plutôt froide et peu lumineuse, mais ce n'est pas grave car les 2 planètes en sont très proches. Hansel met 10 jours à tourner autour de son étoile, tandis que Gretel met un peu plus de 21 jours. Encore des anniversaires en plus, j'imagine. La découverte a été faite par une équipe scientifique internationale et n'a pas été une mince affaire. L'équipe a dû travailler avec 2 instruments, Espresso et Carmenes. Le résultat? Un café latte? Non. Ce qu'ils ont obtenu, ce sont des mesures si précises que l'on peut pratiquement compter le nombre de cratères à la surface des planètes. En effet, les planètes sont situées dans la zone habitable de leur étoile et ont une taille parfaite, ce qui en fait des candidates idéales pour de futures études sur l'atmosphère. Le principal responsable de l'étude a déclaré « La nature semble vouloir nous montrer que les planètes semblables à la Terre sont très répandues. Grâce à ces 2 planètes, nous en connaissons désormais 7 dans des systèmes planétaires très proches du Soleil. Qui aurait cru que nos voisins pouvaient être si accueillants ?» En conclusion, la découverte de Hansel et Gretel est un pas de géant pour l'humanité. Alors, levons tous nos verres de H2O, ou de ce que l'on boit sur les exoplanètes, et célébrons-la. La dernière planète de notre liste est LP-890-9C. Je l'appellerai Bob. Cette super-Terre, située à environ 98 années-lumière, est 40% plus grande que notre planète. De plus, elle a une jumelle, que je surnommerai Ray, qui est jusqu'à 65% plus grande que la Terre. Plus on a d'espace, et mieux c'est, non ? Les 2 planètes sont en orbite autour de l'étoile naine rouge. Malheureusement, Ray est très chaude au toucher, avec une température estimée à 123 degrés Celsius. Gaffe à tes mains, donc. Son frère, Bob, est situé dans la zone habitable de son étoile, ce qui en fait un candidat de choix pour l'apparition de la vie. Mais n'oublions pas que la température réelle des planètes dépend de leur atmosphère. Il est possible que Bob, la planète la plus éloignée, soit victime d'un emballement de l'effet de serre, ce qui la ferait ressembler davantage à Vénus qu'à la Terre. Elle pourrait donc être trop chaude pour être habitable. Mais ne perdons pas espoir. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, est sur les rangs. Grâce à sa technologie de pointe et à ses puissants instruments, dont des spectrographes, il peut scruter l'atmosphère des exoplanètes et révéler celles qui pourraient être habitables. Voyons ce qu'il va découvrir. Cette planète a été classée comme la 2e planète terrestre à zone habitable la plus favorable. Elle figure désormais sur la liste des 7 autres planètes semblables à la Terre, toutes situées à environ 40 années-lumière de nous. Peut-être deviendront-elles nos nouvelles habitations dans le futur? Oui, je sais que nous pourrions déjà prendre soin de la maison que nous avons actuellement, mais d'ici là, il faut profiter de ce moment et célébrer toutes ces découvertes. Qui sait combien de planètes nous trouverons encore à l'avenir, compte tenu des progrès technologiques réalisés chaque année? Des milliers? Des millions? Pendant ce temps, Bob et Ray, Hansel et Gretel, Toys R Us, Wolfie et sa maman, tous seront là à nous attendre. Est-il possible d'éteindre le Soleil? Par exemple, que se passerait-il si nous y déversions tous les océans de la Terre, voire même encore plus d'eau? Eh bien, découvrons-le ensemble. L'univers est un endroit plein de mystères. Depuis des temps immémoriaux, les savants s'interrogent sur le fonctionnement de l'espace.
Mais aucun d'entre nous n'a jamais douté de l'existence d'une chose, le Soleil. Ah, le centre de notre système solaire. Il est grand, brillant et... immortel? Non, pas vraiment. En fait, le Soleil n'est qu'une étoile ordinaire. Il est composé de 75% d'hydrogène, d'un peu d'hélium et d'une pincée d'autres éléments lourds. La gravité maintient tout cela ensemble. Mais dans environ 5 milliards d'années, le cycle de vie du Soleil arrivera à son terme. L'hydrogène qu'il contient s'épuisera, notre étoile commencera à grossir progressivement, et tu ne peux même pas imaginer à quel point elle deviendra grande. Et ensuite, il commencera à dévorer toutes les planètes proches. C'est à ce moment-là que nous regretterons d'être si près de lui. Après nous avoir tous absorbés, l'étoile restera une géante rouge pendant encore 1 milliard d'années environ. Et puis, tôt ou tard, elle commencera à rétrécir et à s'éteindre, se transformant en une naine blanche. À la fin, il ne restera d'elle qu'une nébuleuse planétaire brillante et colorée. Mais n'aie pas peur, en ce moment, le Soleil est au milieu de son cycle de vie. Il est né il y a environ 4,5 milliards d'années et il a à peu près autant de temps devant lui. Heureusement, nous sommes apparus pendant la période la plus propice et la plus stable de cette étoile. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais tâchons plutôt d'en imaginer une. Et si on accélérait le cycle de vie du Soleil en utilisant de l'eau? Nous allons essayer de rassembler toute l'eau de la Terre et de la verser sur le Soleil. Tout d'abord, nous aurons besoin d'un seau. Non, pas celui-ci. Nous aurons besoin d'un très grand seau. Un qui puisse contenir environ 1,360 milliard de kilomètres cubes d'eau. Sa taille serait égale à la distance entre Washington et Chicago. Ou si nous ne pouvons trouver que des seaux ordinaires, il nous faudrait environ 70 trillions d'entre eux. Oui, on parle bien d'un nombre à 18 zéros. Bon, imagine que nous ayons obtenu une telle quantité de seaux par magie. Il est temps d'éteindre le Soleil. Nous aspergeons l'étoile avec toute cette eau et... Rien? Sérieusement? Oh, regarde ça! Le Soleil a probablement eu pitié de nous et a produit une toute petite éruption solaire. Il s'avère que toute l'eau de la Terre ne représente en fait qu'une ridicule gouttelette pour le Soleil. Les gens sous-estiment souvent à quel point le Soleil est infiniment plus grand que notre planète. En réalité, il peut contenir plus d'1,3 million terres. Alors, en effet, le Soleil ne s'éteindra pas et ne deviendra même pas plus froid. Il ne remarquera même pas que nous avons fait quoi que ce soit. Mais ne lâchons pas l'affaire, nous voulons vraiment éteindre le Soleil pour une raison ou pour une autre. Que se passe-t-il si nous versons juste assez d'eau dessus? Et quelle quantité représente cette assez? Tu te souviens de nos trillions de seaux? Eh bien, nous avons en fait besoin d'environ 370 quadrilliards de ceux-ci. Ce nombre comporte 27 zéros. C'est difficile à imaginer, alors disons simplement que ça fait beaucoup d'eau. Maintenant, déversons à nouveau tout cela sur le Soleil. Waouh! Regarde donc cette vapeur! Mais le Soleil ne s'est toujours pas éteint pour autant. Au contraire, il nous dit merci et devient soudain beaucoup plus grand et beaucoup plus lumineux. Que se passe-t-il? Tu vois, le Soleil n'est pas un vulgaire feu de camp. Dans les feux de camp et la flamme des bougies, il y a une combustion chimique. Lorsque nous versons de l'eau sur le feu, l'eau absorbe la chaleur de la flamme et la refroidit, à tel point qu'elle ne peut plus entretenir la réaction de combustion. Elle bloque aussi l'accès du feu à l'oxygène. En gros, l'eau interrompt le processus chimique. Mais la combustion du Soleil n'est pas la même réaction. Même si nous disons qu'il brûle, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il se passe là-bas est ce que l'on nomme la fusion nucléaire. C'est l'une des réactions les plus puissantes et les plus insensées de l'univers. Il y a de nombreuses couches d'hydrogène qui s'enfoncent profondément dans le Soleil. Si tu prends 4 atomes d'hydrogène et qu'ils fusionnent, tu te retrouves avec un atome d'hélium. Lorsque nous parlons du Soleil, le processus est un peu plus compliqué. Lorsque l'étoile tente de produire cette fusion, les protons positifs se repoussent les uns les autres. Il faut donc beaucoup de force et d'énergie pour réussir à les presser ensemble. Heureusement, il existe une force magique dans l'espace, et c'est la gravité. Le Soleil occupe 99,8% de toute la masse du système solaire. C'est plutôt lourd, non? Et c'est toute cette masse qui maintient le Soleil ensemble à l'aide d'une incroyable force gravitationnelle. Ainsi, la gravité prend des milliards et des milliards de ces petits atomes d'hydrogène et les agrège ensemble à chaque seconde de chaque jour qui passe. Et lorsqu'ils entrent en collision, ils libèrent de l'énergie.
Donc, contrairement au feu, le Soleil n'a pas besoin d'oxygène pour exister. Il a besoin d'hydrogène. Et nous savons tous que l'eau n'est autre que l'H2O. Elle est composée d'hydrogène et d'oxygène. C'est donc littéralement du carburant pour le Soleil. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Plus important encore, la masse supplémentaire ajoutée par l'eau rendra le Soleil plus lourd. Et maintenant, la gravité nous dit merci pour le coup de pouce. Et elle commence à faire entrer les protons en collision les uns avec les autres encore plus rapidement. Grâce à cela, la synthèse s'accélère. Super! Nous avons rendu le Soleil incroyablement puissant. Et maintenant, il nous a dévorés, ainsi que d'autres planètes proches. Et si nous continuons d'ajouter de l'eau, le Soleil finira tôt ou tard par s'effondrer sur lui-même. Il se débarrassera de ses couches extérieures et deviendra un trou noir. Génial! Maintenant, il va aspirer absolument tout ce qui se trouve alentour. Rembobinons rapidement car, de toute évidence, notre expérience sur l'eau était une erreur. Cette petite éruption solaire n'était pas si mal tout compte fait. Très bien, nous voici de retour au Soleil calme que nous connaissons. Mais il semble que nous ayons oublié quelque chose. Comment se porte notre Terre maintenant sans eau? Eh bien, selon toute évidence, l'eau était d'une importance capitale pour la vie sur Terre. Qui l'eût cru? Maintenant, il y a une énorme quantité de poissons inanimés et d'autres organismes marins qui gisent là où se trouvaient nos océans. Pauvres créatures! Quant aux habitants des profondeurs, ils n'ont tout simplement pas supporté un changement de pression aussi brutal. Les algues et les coraux se sont également asséchés. Attends un peu, n'était-il pas responsable de la production de 50 à 80% de l'oxygène de la planète? Oups, il est temps d'enfiler nos masques à oxygène. Et comment ça se passe sur la terre ferme? Je veux dire, maintenant, tout n'est plus que terre ferme pour être honnête. Mais tu comprends où je veux en venir. Waouh! Toute la Terre brille de mille feux. Et je le dis très littéralement. S'il n'y a pas d'océan, alors il n'y a pas de nuages ni de pluie. Et maintenant, il y a des feux de forêt partout. Les pauvres animaux doivent s'échapper et quitter leur foyer. Et ce n'est pas comme s'ils allaient pouvoir en trouver d'autres, parce que toutes les plantes, bien sûr, vont rapidement se dessécher. Il n'y aura littéralement plus aucun endroit où vivre sur la planète. À présent, la Terre ressemble à un désert gigantesque. Mais des gens vivent dans le désert depuis des milliers d'années, non? Ils sauront peut-être quoi faire. Eh bien non. Après tout, les habitants du désert ont eux aussi besoin de boire. Et maintenant, le chaos règne partout et les survivants se battent pour les dernières gouttes d'eau. Si tant est qu'il y a des survivants, à vrai dire, peu importe qu'ils se battent pour les dernières ressources, leur sort est déjà scellé. Les océans absorbent une énorme quantité de CO2, ainsi que la chaleur provenant du Soleil. Ils distribuent également cette chaleur à travers la planète, la rendant agréable à vivre. Mais une fois qu'ils auront disparu, les températures grimperont rapidement pour atteindre 120 degrés Celsius et plus. Mais même si nous oublions ces températures infernales, nous n'avons de toute façon plus de nuages. Et ils nous étaient tout aussi utiles en ne laissant pas passer le rayonnement solaire. Nous nous trouvons donc aussi sous l'impact direct des rayons du Soleil. Notre dernier espoir, ce sont les icebergs. Maintenant que tout est terriblement chaud, ils ont fondu. Et ils seront peut-être le dernier espoir de l'humanité. Mais cette mini-éruption solaire en valait vraiment la peine, n'est-ce pas? Accroche-toi à ton chapeau. Nous allons embarquer pour un voyage incroyable. À l'aide de scientifiques géniaux et de leurs travaux, nous avons demandé à l'IA de nous ramener 2 milliards d'années en arrière pour nous montrer à quoi ressemblait notre merveilleuse planète à l'époque. Alors, on attache sa ceinture et c'est parti. Sauter dans une machine à voyager dans le temps et aller visiter la Terre quand elle n'était qu'un bébé, il y a environ 4 ou 5 milliards d'années, aurait été une grave erreur. Un chaos total régnait alors. Tout d'abord, le sol était encore en fusion et tout mou, donc faire atterrir ta machine à voyager dans le temps aurait posé quelques problèmes. Et dès ta sortie de l'appareil, tu aurais vu une Terre complètement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Le paysage était fait de montagnes escarpées, de mers étincelantes et de vastes étendues de terre. D'immenses volcans massifs entraient en éruption en permanence, projetant des gaz et des cendres dans l'air. Un véritable feu d'artifice. Et même si tu avais une super machine capable de planer et dotée de dispositifs de protection contre la chaleur, tu aurais quand même du mal à respirer. Tu vois, l'atmosphère de la Terre primitive était un peu folle.
D'épais nuages flottaient dans le ciel en projetant des ombres mystérieuses sur la Terre. L'air était aussi ténu qu'un murmure et rempli de toutes sortes de gaz étranges, comme de l'hydrogène et de l'hélium. Le dioxyde de carbone était partout, colorant tout d'un vert éclatant. La vapeur remplissait l'air et il faisait très humide. Et il y avait aussi un soupçon d'ammoniac et de méthane, au cas où tout ça ne suffisait pas. Ça fait pas mal de gaz, hein? Mais il manque quelque chose, l'oxygène. En inspirant, tu ne sentirais pas cette bouffée d'air familière remplir tes poumons. Il n'y avait pas encore de forêt luxuriante. Au lieu de cela, on trouvait des terrains accidentés et rocailleux. Certaines de ces roches portent encore les marques des forces intenses, collisions et tremblements de terre qui ont façonné la Terre pendant des millions d'années. Mais au milieu de toute cette violente beauté, quelque chose d'étonnant était sur le point d'arriver. La vie, dans ses balbutiements, était en train de préparer sa grande entrée. Des organismes comme les algues et les bactéries dominaient la scène. Ils prospéraient dans les océans, se nourrissant de dioxyde de carbone pour croître et se multiplier. Les oscruilientes d'activité, pleines de formes de vie microscopiques, multicolores et prodonantes. Ces minuscules organismes travaillaient dur, libérant de l'oxygène en vaquant à leurs occupations. Ces véritables petites usines modifiaient lentement la composition de l'atmosphère. Voilà donc à quoi ressemblait la Terre primitive, plus ou moins. Mais pourquoi était-elle si hostile? Et comment a-t-elle pu changer autant depuis? La chaleur de la Terre provient de toutes sortes de choses qui se sont produites lors de sa formation. Tout d'abord, les objets qui se sont assemblés pour former notre planète dégagèrent déjà beaucoup de chaleur. Ensuite, au fur et à mesure que la Terre grandissait, sa force gravitationnelle s'est considérablement accrue. Elle a attiré encore plus de matière vers elle et elle l'a aussi serré très fort dans ses bras. Et tu sais ce qui se passe quand on comprime quelque chose? Ça chauffe et tout comme une cocotte minute. Ce réchauffement incroyable a eu un impact énorme sur la structure de la Terre. Imagine un mélange de roches, de métaux et de minéraux. À mesure que la chaleur montait, toute cette matière a commencé à fondre. Et devine quoi? Un métal très dense a coulé vers le centre et est devenu le noyau de la Terre, tandis que les roches plus légères sont remontées pour former la croûte et le manteau. C'est comme si la Terre avait décidé de se dissocier, en créant des couches distinctes. On appelle cette séparation la différenciation. Mais le réchauffement ne s'est pas arrêté là. Avec tous ces mélanges et ces déplacements, la Terre est devenue encore plus chaude. C'était comme si tu augmentais la température d'un four planétaire géant. Toute cette chaleur folle a eu de sérieuses conséquences. La température élevée de la Terre a tout accéléré. Les plaques tectoniques dansaient. Un véritable remue-ménage géologique à la surface. Et ce n'est pas tout. La Terre était également bombardée par de sérieux visiteurs cosmiques. Imagine ça. Pendant que la Terre était occupée à rassembler toutes sortes de débris spatiaux et de se former, la pagaille régnait dans le système solaire. Saturne et Jupiter avaient décidé de tout chambouler en changeant d'orbite, envoyant toute une tasse d'objets massifs vers notre pauvre Terre. Et ce n'était pas pour plaisanter. Ces impacts ont fait fondre les minéraux de notre croûte terrestre et les ont même vaporisés. Ces collisions étaient si puissantes qu'elles faisaient même sortir les gaz de l'atmosphère terrestre. Tu parles d'un feu d'artifice. Crois-le ou non, nous pouvons encore observer les cicatrices de ces anciennes collisions. Il faut un travail de détective, mais ses conséquences sont bel et bien visibles pour un œil entraîné. Par exemple, nous avons le cratère de Mani-Itzok au Groenland. Même si le cratère lui-même n'est pas visible, on trouve dans cette zone des roches qui se trouvaient jadis à une profondeur de 20 à 25 km sous la surface de la Terre. Et devine quoi? Elles portent les marques d'un choc intense et soudain. Il s'en est passé des choses. La plus grande collision a eu lieu avec une planète appelée Theia. Theia, de la taille de Mars, se serait écrasée sur la Terre avec un énorme boom, un événement colossal qui a tout changé. Le noyau métallique de Theia a fusionné avec celui de la Terre, tandis que les couches extérieures des deux planètes ont été projetées dans l'espace. Le résultat? Un magnifique anneau de débris autour de notre planète. Voici la partie la plus intéressante. Ces débris n'ont pas flotté indéfiniment. Ils ont commencé à s'assembler comme des pièces de puzzle. Et voilà. Nous avons obtenu notre Lune. Incroyable, non? Et cet étonnant processus n'aurait pris que 10 ans, voire moins. C'est complètement dingue. On appelle ce formidable événement concernant la Lune l'hypothèse de l'impact géant. Alors la prochaine fois que tu regarderas notre satellite dans le ciel nocturne,
Rappelle-toi qu'il s'agit en fait d'un gros morceau de notre propre planète. D'ailleurs, la Terre a elle aussi vécu une sacrée aventure lors de la création de son atmosphère. La première tentative de création d'atmosphère ne s'est pas très bien passée. Une fine couche d'hydrogène et d'hélium s'est formée au moment où toute cette matière s'accumulait. Mais ces gaz n'ont pas tenu. Ils ont fini par s'échapper dans l'espace infini. Au revoir les gars. Mais la Terre n'a pas abandonné, elle est repartie de plus belle, et cette fois-ci, elle a eu beaucoup plus de succès. Les volcans sont venus à la rescousse. Ils ont craché toutes sortes de gaz, de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et tout un tas d'autres substances bizarres. Même les météorites et les comètes ont participé à la fête, apportent de l'air et de l'azote. Notre atmosphère est sur le point de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais voilà, il n'y avait pas d'oxygène dans cette deuxième expérience. Non, pas une seule petite bouffée. L'oxygène que produisaient les rayons du soleil en divisant les molécules d'eau disparaissait immédiatement à cause de certaines réactions chimiques. Ce n'est qu'avec la troisième expérience et l'apparition de la vie que les choses ont commencé à changer. Les organismes photosynthétiques ont pris le devant de la scène et ont utilisé tout le dioxyde de carbone présent dans l'air pour fabriquer leur nourriture. Et ils se sont mis à libérer de l'oxygène. Finalement, ces organismes ont réussi à produire tellement d'oxygène que les réactions chimiques n'ont plus pu arrêter le processus, et une atmosphère s'est créée. Ce n'est que depuis environ 350 millions d'années que nous avons atteint le niveau d'oxygène que nous connaissons aujourd'hui, environ 21% de l'air que nous respirons. Ainsi, des volcans enflammés au mystérieux océan, ce petit aperçu du passé nous révèle une Terre très différente de celle que nous connaissons. Il est fascinant d'explorer ces paysages et d'imaginer les premières formes de vie se développer. Grâce à l'IA, nous pouvons entrevoir l'histoire extraordinaire de la planète et admirer les merveilles de sa perpétuelle évolution. Alors, reste à l'écoute pour d'autres voyages passionnants. Sur notre bonne vieille planète Terre, l'eau est littéralement partout, non seulement dans les océans et les mers, mais aussi dans l'atmosphère, dans le sol et même dans nos corps. Elle recouvre pas moins de 71% de la surface de la planète. Notre globe aurait tout aussi bien pu s'appeler EU au lieu de Terre. Mais ce que se passerait-il si l'eau et la Terre étaient réparties de manière égale? Si la moitié de la planète était constituée de terre et l'autre moitié d'eau, nous allons voir ça. Tout d'abord, expliquons ce que nous entendons par « de manière égale ». Malgré tout ce que nous avons dit précédemment, il n'y a en fait pas tant d'eau que ça sur notre planète. Et non, si tu en faisais une seule goutte géante, elle serait légèrement plus grande que les États-Unis. Et toute cette eau ne représenterait que 0,02% de la masse totale de la Terre. Il s'avère donc que toutes ces horribles profondeurs océaniques inexplorées ne sont en fait pas grand-chose. Maintenant, imagine que nous modifions la composition de notre planète en nivelant le volume d'eau et de terre. Que se passerait-il alors? Nous aurions alors une planète océan assez effrayante. Cette planète ressemblerait à un océan sans fin. Tu aurais peu de chances d'y trouver ne serait-ce qu'une ou deux petites îles. Et si tu en trouvais, elles seraient probablement au sommet d'énormes montagnes sous-marines. Ce monde serait pratiquement inhabitable. Depuis sa surface, tu ne pourrais pas voir le soleil ou quoi que ce soit d'autre dans le ciel. Tu ne saurais pas quelle heure il est, ni où tu te trouves exactement. Tout cela à cause du brouillard et des nuages incroyablement épais. Ce genre de conditions météorologiques serait permanent sur une telle planète. De plus, tu ne saurais même pas où l'eau commence et où le brouillard se termine, car le taux d'humidité serait extrêmement élevé. Mais pourrait-il y avoir encore de la vie? Peut-être à l'intérieur de l'océan lui-même? Malheureusement, c'est également très peu probable. Tu vois, pour atteindre le fond de cet océan, il te faudrait nager verticalement, non pas pendant plusieurs heures, mais pendant plusieurs jours. Et même après un tel voyage, tu ne verrais pas encore le fond. L'océan ne serait pas sans fond, bien sûr, mais le plancher serait principalement constitué de glace très dure et impénétrable. Pas le type de glace auquel nous sommes habitués. Cette glace serait différente. Il en existe différents types, appelés glace vie, etc. En général, ces types de glace ne sont pas aussi froides que la glace ordinaire et ne fondent pas même à des températures très élevées. Et il n'y aurait presque pas d'algues, ni d'autres plantes. Les poissons n'auraient donc tout simplement rien à manger. C'est pourquoi si la vie apparaissait sur une telle planète, ce serait un miracle.
les animaux devraient résister à une pression de plus de 20 000 atmosphères terrestres. Les monstres les plus terrifiants de la fosse des Mariannes ne seraient rien en comparaison des créatures que tu trouverais sur cette planète océan. Mais est-ce que nous, les humains, pourrions y vivre? Eh bien, théoriquement, oui. Mais ce serait extrêmement difficile. Nous pourrions créer quelque chose comme des stations sous-marines géantes, mais nous aurions encore des milliers de problèmes. Où trouver de la nourriture et d'autres ressources? Comment réparer les choses? Etc. Ce serait donc loin d'être idéal. Nous savons donc maintenant qu'une planète océan n'a rien de très plaisant. Y a-t-il une autre option? Que se passerait-il si la surface de la Terre était composée de 50% d'eau et de 50% de terre? Pour que cela se produise, il faudrait réduire la quantité d'eau actuelle de 71% à environ 50%. Le niveau de la mer baisserait d'environ 3 km, et environ un quart de notre planète deviendrait de la terre ferme. Bien que cela semble peu, les conséquences seraient désastreuses. À l'heure actuelle, la Terre compte 5 océans interconnectés: Atlantique, Indien, Pacifique, Austral et Arctique. Mais si nous abaissions le niveau de la mer, tous ces océans disparaîtraient tout simplement. Ils se transformeraient en réservoirs et en mers fermées et distincts. Et tous les continents fusionneraient en une masse terrestre géante. Ce serait presque comme si on avait échangé la terre et l'eau. Et au début, cela semblerait plutôt cool. Tu pourrais littéralement faire le tour du monde à pied. Cependant, la quantité de terre que tu aurais à parcourir augmenterait également. Chaque continent de la planète s'agrandirait. Tout ce nouveau territoire serait à peu près égal à la superficie actuelle de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique du Nord réunies. Une énorme somme d'espace inutilisé. Mais que trouverait-on sur ces nouveaux territoires? La plupart d'entre eux seraient plutôt plats. Mais là où il y avait autrefois des océans profonds, tu verrais de vastes couloirs et des crevasses abruptes. Autre chose d'assez cool, la plupart des villes englouties remonteraient à la surface. Et non, malheureusement, nous ne trouverions pas l'Atlantide parmi elles. Mais il y aurait encore beaucoup d'autres endroits sympas. Par exemple, l'ancienne ville romaine de Baïe, qui, selon les légendes, était à la base un paradis sur Terre avec toutes ses villas et jardins luxueux. Ou Héraclion, la ville qui s'est enfoncée sous la mer il y a des milliers d'années et qui a longtemps été considérée comme un mythe. Alors oui, nous pourrions aller visiter tous ces lieux anciens. Mais bien sûr, tout ne serait pas que plaisir et divertissement dans un tel monde. En raison d'une perte d'eau aussi importante, les courants océaniques seraient perturbés, et cela entraînerait de très graves problèmes climatiques. L'océan absorbe la chaleur émise par le soleil. Grâce au courant, cette chaleur est répartie sur toute la Terre, ce qui crée un climat stable et agréable. Mais si ces courants étaient perturbés, les températures sur Terre deviendraient plus extrêmes. Il ferait beaucoup plus chaud près de l'équateur et encore plus froid autour des pôles nord et sud. Et malheureusement, la glace de l'Antarctique ne nous sauverait pas. Ce serait plutôt le contraire. Les régions autour des pôles nord et sud s'assécheraient complètement, se transformant essentiellement en déserts secs et froids. En plus de la chaleur, l'eau absorbe le dioxyde de carbone présent dans l'air. Et comme les océans ne pourraient plus l'absorber, ce gaz commencerait à s'accumuler dans l'atmosphère. Cet excès toxique recouvrirait toute la planète. Les températures moyennes augmenteraient et le globe entier commencerait à s'assécher lentement. D'immenses feux de forêt se déclencheraient et ainsi de suite. Ça te rappelle quelque chose? Pour aggraver les choses, il n'y aurait rien pour éteindre ces incendies, car évidemment, les pluies ne peuvent pas se former à partir de rien. Alors oui, les niveaux de précipitation chuteraient, ce qui entraînerait de dangereuses sécheresses. Nous aurions un tas de nouveaux déserts sur tous les continents. Malgré tous ces nouveaux territoires, il est peu probable que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, y construire de nouvelles villes et de nouveaux villages. Beaucoup de ces territoires seraient inhabitables, non seulement parce que de nombreuses forêts et plantes disparaîtraient, mais aussi parce que la plupart des animaux migreraient vers des endroits plus agréables. Par conséquent, nous aurions beaucoup de mal à trouver de la nourriture. Ainsi, toute la vie sur notre planète, les plantes, les animaux et les hommes, devrait s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Ils seraient obligés d'évoluer rapidement et de s'habituer à la pénurie d'eau. Les animaux, par exemple, pourraient voir leur taille diminuer à cause de cela. Beaucoup d'entre eux, en raison du manque d'herbe et d'humidité, passeraient à un régime strictement carnivore. Et bien sûr, nous devrions dire adieu à l'énorme abondance de la vie marine.
de nombreux poissons disparaîtraient à jamais. Les humains, très probablement, feraient un grand saut évolutif, en arrière. Non seulement parce que nous perdrions un grand nombre de ressources et que nous nous déplacerions vers de nouveaux territoires, mais aussi parce que nous perdrions l'accès à l'une des sources d'énergie les plus importantes au monde, les centrales hydroélectriques. Sans électricité, de nombreuses usines cesseraient de fonctionner. Cela provoquerait malheureusement une crise à grande échelle pour toute la population. Ainsi, la proportion actuelle d'eau et de terre est la meilleure formule possible. S'il y avait trop ou trop peu d'eau, les conséquences seraient terribles. C'est pourquoi nous devons à tout prix protéger les conditions actuelles. Les trous noirs comptent parmi les phénomènes les plus énigmatiques et les plus sinistres de l'univers. Ils peuvent engloutir des étoiles et des planètes entières, déformant l'étoffe même de l'espace et du temps. Mais que se passerait-il si la Terre, notre planète, était prise dans l'horizon des événements d'un trou noir ? Que verrions-nous avant d'être anéantis ? Nous allons voir ça aujourd'hui. Un trou noir, c'est un peu comme la brute dans la cour de récréation. On l'évite à tout prix. Il s'agit d'une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. C'est comme Houdini à l'envers. Comme les flocons de neige, chaque trou noir est unique. Chacun a une masse, une rotation et une charge particulière. Et il y en a de différentes tailles, un peu comme les jeans. Skinny, slim, décontracté, regular. Enfin, il en existe 4 tailles. Les plus petits sont de masse stellaire. Ils apparaissent lorsqu'une grosse étoile n'a plus de carburant et se replie sur elle-même. Ce sont les chihuahuas du monde des trous noirs. Ils sont minuscules, mais fougueux. Ils engloutissent toute la matière environnante comme un chiot affamé. Et le plus petit d'entre eux est quand même 3 fois plus massif que notre Soleil. Viennent ensuite les cadets de cette famille cosmique, les trous noirs de masse intermédiaire. Ils sont trop gros pour naître de l'effondrement d'une étoile. Les scientifiques pensent qu'ils ont pour origine la fusion de plusieurs trous noirs en un seul. Et même s'ils ne dominent pas les galaxies, ils peuvent tout de même engloutir quelques étoiles voisines. Tant mieux pour eux, hein ? Mais sais-tu qui peut dominer une galaxie ? Les énormes monstres de notre univers. Les trous noirs supermassifs. Ce sont des géants dont la masse varie entre des millions et des milliards de fois celle de notre Soleil. Ils jouent un rôle crucial dans la croissance et la formation de leur galaxie mère. Enfin, il y a les trous noirs ultramassifs. Crois-moi, impossible d'en imaginer la taille et la masse. Ces terreurs cosmiques sont extrêmement rares. Mais celles que nous connaissons peuvent dévorer des galaxies entières comme Pac-Man. Mais que se passe-t-il donc si l'on s'approche trop près d'un trou noir ? Ou plutôt, que verrais-tu dans tes derniers instants ? Eh bien, tout d'abord, tu atteindrais l'horizon des événements. C'est une sorte de point de non-retour. Une frontière invisible au bord d'un trou noir. C'est là que les choses commencent à devenir vraiment bizarres. Par exemple, le temps commence à ralentir. Pas pour toi, mais pour une personne qui t'observerait à distance. Si tu tombais dans un trou noir, tu ne t'en rendrais pas compte. Mais si tu regardais quelqu'un d'autre tomber, tu le verrais ralentir et finalement se figer, comme quand une vidéo se surpose. En t'approchant encore, tu commencerais à voir des choses assez stupéfiantes. Sous l'effet de la gravité, la lumière environnante se déformerait, comme dans un miroir de fête foraine. Tu verrais même un halo de lumière autour du trou noir, un anneau de photons, ou des jets de particules à haute énergie s'échappant de ses pôles. Il est possible de s'approcher très près d'un trou noir sans ressentir d'effet majeur. Ce n'est que lorsque tu franchis l'horizon des événements que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es cuit. Après avoir franchi cette limite, tu ne verras plus rien. Pour la personne qui t'observe de l'extérieur, c'est comme si tu avais soudainement disparu. Parallèlement, tu pourrais commencer à te sentir un peu étiré, un peu comme un spaghetti. En effet, la gravité est si forte qu'elle te tirera dans plusieurs directions à la fois. Il existe même un terme scientifique pour décrire ce phénomène, la spaghettification. Nous aborderons la linguinification dans une autre vidéo. Maintenant que tu es à l'intérieur d'un trou noir, tu vises la singularité. Il s'agit d'un foyer de densité infinie en son centre, où toute la matière est écrasée en un seul point. C'est comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte d'allumettes.
Tout est écrasé jusqu'à ce que tout soit aussi petit que possible. Il est temps de dire au revoir, je suppose. Tout cela te semble effrayant ? Voici un autre fait amusant. Les trous noirs ne sont pas rares du tout. En fait, il y en a un au centre de chaque galaxie, y compris dans notre Voie lactée. Cela signifie-t-il que nous finirons par y être aspirés ? Et si c'est le cas, comment cela se passera-t-il exactement ? Imaginons un trou noir s'approchant de notre système solaire. Au début, il ne s'agit que d'une petite tache au loin. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche, son attraction gravitationnelle commence à faire des ravages. Les planètes commencent à dévier de leur trajectoire, les astéroïdes sont projetés dans tous les sens et les comètes se brisent en 1000 morceaux. Mais les vrais soucis, aussi vrais que sont vrais les saucisses dans un restaurant allemand, vont bientôt arriver. Quoi ? Le trou noir atteindra inévitablement la Terre. Tout d'abord, l'atmosphère de notre planète se verra attirée vers le trou noir, ce qui déclenchera une énorme tempête. Des vagues gigantesques déferleront sur nos océans, l'eau elle-même étant déformée par la force gravitationnelle. Imagine un peu les océans dans cet état. Le champ magnétique terrestre est généré par le mouvement du fer en fusion dans le noyau de notre planète. Or, la force de marée extrême du trou noir perturbera ce mouvement, ce qui affaiblira et déformera le champ magnétique. Tout cela provoquera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques de grande ampleur, et la croûte et le manteau de la planète seront déchirés. Nos infrastructures et nos technologies seront complètement détruites. Les bâtiments, les ponts et les routes anéantis. Bien. Appuyons sur le bouton pause. Plutôt terrifiant, n'est-ce pas ? Non, mais ne t'inquiète pas. Tu ne verras rien de tout cela, car tu auras ressenti les effets du trou noir beaucoup plutôt. Voici comment nous perdrions notre champ magnétique avant même que tout ne commence à s'effondrer. Cela signifie non seulement que le climat deviendrait invivable, mais aussi que nous serions exposés à des radiations extrêmes. Ce rayon gamma et la chaleur du trou noir modifieraient radicalement notre planète. Adieu, belle nature. Et nous ne serions pas seuls dans notre misère. Encore plus terrifiant que tu ne le pensais, pas vrai ? En engloutissant l'ensemble du système solaire, cette bête dévorerait à peu près tout. L'un des effets immédiats serait la perturbation de l'orbite des astéroïdes, des comètes et de tous les autres corps célestes. Les planètes commenceraient à se déformer et à s'étirer, leur surface prenant l'aspect du métal en fusion. Le Soleil lui-même serait affecté, sa surface se déformant comme une vulgaire boule de pâte à modeler. Et oui, tout cela n'est pas bien réjouissant. Mais maintenant, respire et détends-toi, parce que rien de tout cela n'arrivera jamais. Cette chaîne s'appelle Sympa, tu te souviens ? Tu as plus de chances de gagner un jour au loto que de voir la Terre emportée dans un trou noir. Le trou noir le plus proche de notre système solaire s'appelle Gaia BH1. Découvert par nos scientifiques en 2022, il se trouve dans notre galaxie, la Voie lactée, à environ 1600 années-lumière de la Terre. Gaia BH1 a une masse environ 10 fois supérieure à celle de notre Soleil, ce qui en fait un trou noir de masse stellaire. Il n'est pas très intéressant en soi, mais sa découverte nous a permis d'obtenir des informations précieuses sur le comportement de ces monstres cosmiques. Mais, comme je l'ai dit, il se trouve à plus de 1000 années-lumière de nous. Il se déplace très lentement et ne s'approchera jamais assez pour représenter un danger. Mais n'as-tu pas dit qu'il y avait un trou noir au centre de la Voie lactée ? Cela ne signifie-t-il pas qu'il aspirera un jour toute notre galaxie ? Te demandes-tu peut-être ? Ne te fais pas de soucis. La réponse est non. Celui qui se trouve au centre de notre galaxie s'appelle Sagittarius à étoiles. Tu te souviens de cette photo floue qui a fait le tour de l'Internet il y a quelques années ? Ce trou noir est en effet très massif et exerce une forte attraction gravitationnelle, comme deux adolescents qui tombent amoureux. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'affecte que les objets qui sont très proches de lui. Les corps dans notre galaxie sont tous trop grands et se déplacent trop vite pour être attirés par des trous noirs. Mais ils n'en sont pas moins extrêmement fascinants à étudier. Les scientifiques tentent toujours de percer leur mystère. Et même s'ils ne seront jamais dangereux pour nous, ils nous rappellent l'incroyable puissance de notre univers. Bien, je crois que je vais maintenant m'intéresser à l'incroyable puissance du chocolat. La rotation est une chose drôle, pas dans le sens marrante, mais plutôt du genre étrange. Non seulement tu ne peux pas la sentir, mais toutes les choses la suivent, des galaxies aux atomes,
l'univers nous fait tourner. Étrangement, il a été plus difficile de prouver que la Terre tourne sur elle-même que de prouver que la Terre tourne autour du Soleil. En 1610, Galilée, le père de la science expérimentale, a fourni la première preuve que la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Galilée a montré dans son télescope que Vénus passait par des phases comme la Lune. La seule conclusion possible était que Vénus tournait autour du Soleil. Affaire classée, les planètes tournent. Mais ce n'est que 241 ans plus tard, le 31 mars 1851 pour être exact, que Léon Foucault a prouvé que la Terre tournait elle aussi. Foucault a installé un pendule géant au plafond de 67 mètres de haut du Panthéon à Paris. Cela fait beaucoup de paix. Une foule de scientifiques et de journalistes observaient le sol tourner sous le pendule géant. « La Terre tourne !» crièrent-ils alors. CQFD. Un autre aspect étrange de la rotation est que, bien que la Terre tourne à une vitesse constante, la surface de la Terre se déplace à des vitesses différentes selon les latitudes. Il en va de même pour chaque planète et chaque étoile. À l'équateur, la surface de la Terre se déplace plus rapidement, à 1670 km/h. C'est beaucoup plus rapide que la vitesse du son, qui n'est que de 1225 km/h. À mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord ou sud, à 45 degrés de latitude, la Terre tourne à 1180 km/h. Si tu es au pôle nord ou sud, il te faudrait 24 heures pour faire un seul tour sur toi-même. Et ce serait en plus à la fois ennuyeux et froid. L'un des résultats de ces vitesses de rotation différentielles de la Terre est qu'elle crée des ceintures et des bandes non seulement dans l'atmosphère, mais aussi à la surface de la Terre. Jupiter, bien entendu, est célèbre pour les ceintures et les bandes dans ses nuages causées par la rotation rapide de la planète géante à environ 45 000 km/h. Les ceintures et les bandes à la surface de la Terre sont moins connues, mais nous en avons aussi. Nous avons de la glace blanche au pôle nord et sud, et entre les deux pôles, il y a une alternance de ceintures et de bandes de désert de sable sec et de végétation verte humide. Cette géographie essentielle est particulièrement visible lorsque l'on regarde la Terre tourner dans l'espace. Les agences spatiales utilisent la rotation différentielle de la Terre à leur avantage. Elles lancent leurs fusées aussi près que possible de l'équateur. La NASA utilise Cap Canaveral, près de la pointe sud de la Californie, et l'ESA, l'agence spatiale européenne, utilise le centre spatial de la Guyane, en Guyane française, en Amérique du Sud, presque exactement à l'équateur. Comme le sol sous une fusée près de l'équateur tourne à une plus grande vitesse, cela donne à la fusée une impulsion dans l'espace que les sites de lancement près des pôles ne peuvent pas fournir. On cherche toujours à économiser du carburant, tu vois. En parlant de Jupiter, comme je l'ai fait il y a environ 3 paragraphes, l'axe de rotation de la grande planète est encore moins incliné que celui du Soleil. Le Soleil est incliné à un angle d'environ 6 degrés, alors que Jupiter est incliné de 3 degrés seulement. Jupiter se tient presque parfaitement droit, ce qui, combiné à la grande vitesse à laquelle Jupiter tourne, sa journée entière dure moins de 10 heures. Cela fait de Jupiter un gyroscope géant. La stabilité gyroscopique de Jupiter, combinée à son énorme gravité, confère une stabilité à l'ensemble du système solaire. En d'autres termes, Jupiter empêche les facteurs de chaos de perturber les orbites des autres planètes. Si Jupiter ne tournait pas comme un gyroscope stable, le système solaire n'aurait jamais pu rester intact pendant les milliards d'années qu'il a connus. Les systèmes solaires des exoplanètes montrent des signes de chaos dans leurs orbites. Ils pourraient utiliser un gyroscope comme Jupiter pour les maintenir ensemble. La rotation est le véritable héros ici. Quant au Soleil, sa rotation différentielle a un effet important sur l'activité des taches solaires. Les taches solaires sont des points ou des taches qui apparaissent parfois à la surface du Soleil, généralement à des latitudes moyennes dans les hémisphères nord et sud du Soleil. Lorsque l'activité des taches solaires augmente sur le Soleil, les taches solaires commencent à se rapprocher de l'équateur. Peu de taches solaires sont visibles près des pôles. Avec la rotation différentielle, les gaz à l'équateur du Soleil se déplacent plus rapidement que les gaz au pôle de celui-ci. Ce mouvement différentiel des gaz tord les lignes de champ magnétique dans le Soleil, ce qui provoque leur rupture. Les taches solaires sont des éruptions magnétiques qui s'élèvent à la surface du Soleil, projettent des gaz électrisés loin dans l'espace et émettent un rayonnement ultraviolet très intense, souvent en direction de la Terre. Wow! Rassure-toi, la rotation différentielle de la Terre nous protège. Non seulement la Terre tourne de manière différentielle à sa surface, mais aussi en son centre. Les études des relevés sismiques des ondes de choc des tremblements de terre indiquent que le noyau métallique de la Terre tourne légèrement plus vite que la surface de notre planète. Les scientifiques pensent que la rotation différentielle du noyau métallique de la Terre au sein du liquide métallique qui tourne plus lentement crée la magnétosphère qui part des pôles de la Terre et s'étend loin dans l'espace.
Cette magnétosphère protège la Terre des gaz électrisés provenant du Soleil. Vive la rotation! Au loin, le mégaséisme de 9.0 en 2011 au large des côtes du Japon a réorganisé la masse de la croûte terrestre et a provoqué une accélération de la rotation de la Terre. La journée a raccourci. Pas beaucoup plus court, 1,6 millionième de seconde. Mais nous sommes habitués à voir la rotation de la Terre ralentir. La rotation de la Terre, sous l'action de la marée due à l'effet gravitationnel de la Lune sur les océans, draine l'énergie cinétique de la rotation de la Terre, ce qui entraîne un ralentissement de la planète. Chaque jour devient plus long, environ 2 millièmes de seconde de plus. Eh bien, je dois encore ajuster ma montre. Les années bissextiles, nous le savons tous, sont celles où nous avons un jour au calendrier tous les 4 ans, le 29 février, pour redresser la révolution annuelle de la Terre autour du Soleil, qui dure 365 jours et un quart. Mais les secondes intercalaires sont ajoutées aux horloges de temps à autre pour les synchroniser avec le ralentissement de la rotation de la Terre et permettre de rattraper le retard. Comme si la Terre se souciait de nos montres. 27 secondes intercalaires ont été ajoutées depuis 1972. La dernière seconde intercalaire a été ajoutée le 31 décembre 2016 et a fait afficher aux horloges 6h59 60 secondes PM. Oui, je ne l'avais pas remarqué non plus. Mais la rotation de la Terre s'est accélérée de manière inattendue ces derniers temps. Normalement, il faut 86 400 secondes à la Terre pour effectuer une rotation, mesurée par un ensemble d'horloges atomiques situées dans différents endroits de la planète et coordonnées par un service spécial à Paris. Oui, on paye des gens pour ça. Le 19 juillet 2020 a été le jour le plus court jamais enregistré, soit 1,46 millisecondes de moins que les 86 400 habituels. Nom de Dieu! Si cela continue encore pendant 5 ans, ils devront peut-être ajouter une seconde intercalaire négative pour synchroniser nos horloges avec la rotation croissante de la Terre. Les ordinateurs et les satellites ne vont pas aimer voir leurs horloges affichées, 1er janvier à 0h, et on dit que le temps ne peut pas reculer. Au moins, la Terre ne s'est pas mise à tourner à l'envers ou à s'arrêter complètement de tourner. Ce serait catastrophique. Tout s'écraserait en avant à la vitesse différentielle de rotation de la Terre. Pourtant, c'est ce qui semble être arrivé à la planète la plus proche de la Terre, Vénus. Vénus tourne très lentement en arrière, en rétrograde, et c'est très inhabituel. Comment cela se fait-il ? Il existe plusieurs théories pour expliquer pourquoi Vénus tourne en mouvement rétrograde, alors que toutes les autres planètes tournent en mouvement prograde, c'est-à-dire en avant. Les liquides à l'intérieur d'une sphère en rotation, comme une planète, ont beaucoup d'inertie. C'est pourquoi, lorsque tu sors un œuf du réfrigérateur, par exemple, et que tu essayes de le faire tourner, il ne tourne pas. Le liquide à l'intérieur reste immobile. Son inertie résiste à la tentative de le faire tourner. Cependant, si finalement, après de nombreux tours, tu parviens à faire tourner l'œuf cru, il sera difficile de l'arrêter de tourner. Si tu le prends et le reposes, l'œuf recommence à tourner. Parce que l'inertie du liquide à l'intérieur continue d'avancer. Tu as seulement empêché la coquille de tourner. Quelque chose comme ça a pu arriver à Vénus. Attends une minute. Vénus ? Backspin ? Tennis ? Je pense qu'il y a un lien ici, quelque part. Nous savons que sur la planète Vénus, un jour est plus long qu'une année. Il faut plus de temps à Vénus pour faire une fois une rotation lente vers l'arrière qu'il ne lui faut pour faire une fois le tour du Soleil. Mais Vénus ralentit de façon spectaculaire, de 6,5 minutes au cours des 25 dernières années. S'il y a encore du liquide à l'intérieur de Vénus et que le mouvement se poursuit, nous pourrions voir Vénus arrêter complètement de tourner à l'envers et recommencer à tourner vers l'avant. Allez Vénus, fais comme tout le monde! Cette histoire de rotation rétrograde et prograde est assez mystérieuse. Il semble que tout a tendance à tourner dans un mouvement prograde. Si tu mets ta main droite en boule et que tu lèves ton pouce pour indiquer le nord, puis que tu recourbes ton poignet vers toi, tu effectues un mouvement prograde. Tes doigts du côté gauche de ta main se déplacent vers toi. Les trous noirs, les systèmes solaires, les galaxies, les atomes, les étoiles, etc. semblent tous tourner de manière prograde, selon l'angle sous lequel on les observe. Les expériences menées au grand collisionneur de Hadron indiquent que les particules subatomiques tournent vers la gauche, de manière prograde. Il semble donc que nous soyons dans un univers à gauche. Alors, pourquoi est-il si difficile de trouver un ouvre-boîte manuel ou un mètre-ruban pour gaucher ? Je n'en sais rien, c'est un vrai mystère. À quoi ressemblerait la Terre si elle avait vu le jour dans un autre système stellaire ? J'ai fait quelques recherches pour toi afin de le savoir. Et ce que j'ai découvert s'est révélé étonnamment positif. Des tropiques chauds, des vents forts et des libellules géantes. Mais bon, je vais tout expliquer depuis le début.
Entre 1995 et aujourd'hui, la NASA a découvert plus de 4100 planètes situées en dehors du système solaire. Malheureusement, la plupart d'entre elles sont soit des boules de glace comme Neptune, soit des géantes gazeuses comme Jupiter. Mais il y a quand même pas moins de 161 planètes semblables à notre Terre. Et l'une d'entre elles est très proche de nous, dans la constellation du Centaure. Il y a 3 étoiles dans cette constellation. Les 2 premières s'appellent Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. Si tu vis dans l'hémisphère sud, tu les as probablement vues. Elles sont très brillantes. À cause de cela, on dirait qu'il ne s'agit que d'une seule grosse étoile. Elles tournent l'une autour de l'autre très lentement. Et puis, il y a une 3e étoile, pas très loin d'elle. Une minuscule naine rouge, Proxima Centauri. Elle a reçu son nom en raison de sa proximité avec notre Soleil. Cette étoile est la plus intéressante, alors parlons-en davantage. Proxima Centauri se trouve à seulement 4,5 années-lumière de nous. Une année-lumière correspond à environ 9600 milliards de kilomètres. Ouais, si nous essayons de nous y rendre, notre voyage en navette spatiale nous prendrait un peu plus de 165 000 ans. Tu crois que c'est beaucoup ? À l'échelle de l'univers, c'est un peu comme si tu allais de ton canapé jusqu'à ton réfrigérateur. Proxima Centauri est beaucoup plus légère et beaucoup plus petite que le Soleil. Elle est aussi 2 fois plus froide que notre astre, avec une température de 3000 Kelvin. C'est pourquoi nous ne pouvons pas la voir sans télescope. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle brûlera pendant des milliers de milliards d'années. Et tu n'as pas à t'inquiéter, elle ne dévorera pas ses éventuels futurs voisins comme notre propre Soleil. Et oui, l'exoplanète que j'évoquais plus tôt est située juste à côté de Proxima Centauri. Cette planète s'appelle Proxima b. Oui, je sais, les scientifiques se sont surpassés le jour où ils ont inventé tous ces noms. J'espère que tu ne t'en mêleras pas les pinceaux. Elle est légèrement plus grande et plus massive que notre Terre. Et elle est située dans la zone habitable de Proxima Centauri. Cela signifie qu'il peut y avoir de l'eau et même des micro-organismes là-bas. Oui, il est possible qu'un jour nous y trouvions la vie. Mais pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose de cette mystérieuse planète. C'est probablement une planète rocheuse, comme notre Terre, et elle doit donc avoir un paysage similaire. Mais ce n'est qu'une théorie. Qui sait quel genre de blingue l'univers est capable d'inventer ? Ce serait dommage de faire un voyage de 165 000 ans juste pour tomber sur un gros morceau de glace ou quelque chose du même genre. Heureusement, nous n'aurons probablement pas à attendre aussi longtemps. Nos plus grands savants sont en train de développer une technologie qui nous permettra de nous déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. S'ils réussissent, nous pourrons atteindre Proxima b en seulement 20 ans. Mais trêve de bavardage, cette vidéo ne porte pas sur Proxima b. Elle porte sur ce qui serait arrivé si la vie était apparue non pas dans notre système solaire, mais dans Alpha Centauri. Et si nous gravitions autour de Proxima Centauri, ou des 2 autres étoiles ? Alors maintenant, imaginons que la Terre ait remplacé Proxima b. Je vais appeler cette nouvelle planète la Nouvelle Terre. On dirait que moi non plus je ne suis pas super doué pour les noms. Tout d'abord, parlons de l'orbite. Cette nouvelle Terre doit être environ 25 fois plus proche de son étoile que Proxima b ne l'est. Sinon, il va y faire un froid inimaginable. Déplaçons donc la planète un peu plus près. Parfait. Une journée dure toujours 24 heures. Mais notre période orbitale est très élevée. Proxima b tourne autour de son étoile en 11 jours. Mais nous y arriverons en seulement 8 jours. Tu pourras fêter ton anniversaire toutes les semaines. Super, mais attends, il y a un petit problème. Tu vois, Proxima Centauri est une étoile éruptive. Cela signifie que, parfois, sans prévenir, elle projette des vents stellaires. Ces vents transportent tout un tas de particules ionisées, qui se déposent ensuite sur les planètes. Oui, notre Soleil lui aussi fait ça. Mais Proxima Centauri nous bombarde avec une puissance 2000 fois supérieure. Les niveaux de radiation sont donc hors normes, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont de champs magnétiques incroyablement robustes. Ils nous permettront d'avoir une atmosphère très épaisse et de nous protéger des coups de colère de Proxima Centauri. Mais maintenant, il va faire très chaud. Ou pas. Encore un problème. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment les planètes de Proxima Centauri gravitent autour d'elle. Et s'il s'avérait qu'elles sont en état de verrouillage gravitationnel comme notre Lune ? Alors, une moitié de notre nouvelle Terre serait une poêle à frire, et l'autre moitié serait constituée de déserts glacés. Allez, ce n'est pas grave, nous nous installerons simplement quelque part au milieu. Je n'imaginais pas que je dirais ça un jour, mais il fera certainement doux au pôle Nord.
Et si nous avons un peu de chance avec la rotation de notre planète, nous jouirons d'un climat tempéré et douillet. La moyenne sera d'environ 21 degrés et il n'y aura pas de températures extrêmes. Sur cette nouvelle Terre, nous disposerons de beaucoup plus d'eau. La météo y sera généralement assez folle, des vents très forts et des pluies dévastatrices qui pourront durer assez longtemps. Mais on pourra s'adapter. Les changements de température sont beaucoup plus perceptibles dans les montagnes. Tout comme sur Terre, plus tu montes, plus il fera froid. Sauf qu'il fera très froid ici, au sommet. Pour cette raison, il y aura des jungles au bas des montagnes et des collines et des déserts enneigés sur les sommets. Mais en général, ce sera presque comme sous les tropiques terriens. La flore y sera abondante. Les arbres seront peu élevés mais luxuriants. Notre atmosphère épaisse facilitera aussi le vol. Il y aura donc beaucoup de grands animaux volants. Par exemple, des libellules avec une envergure de 5 mètres. Passons à autre chose. Le ciel y sera beaucoup plus clair que sur Terre et très nuageux. Parfois, il aura l'air complètement blanc. Mais le ciel étoilé y sera magnifique et lumineux. Imagine, 4 soleils. Le principal, ce sera Proxima Centauri. Nous pourrons également voir les étoiles Alpha Centauri A et B, qui seront très brillantes. Et enfin, notre bon vieux soleil, une superbe étoile lointaine. Allez, je t'autorise à verser une larme pour notre vieille Terre. Il y aura quelques planètes près de nous, comme Proxima Centauri C. L'étoile haute est entourée de 2 ceintures de poussière cosmique. Tu auras donc droit à de splendides panoramas nocturnes. Au final, nous aurons donc une planète un peu folle, mais magnifique et verdoyante. Personnellement, j'accepterais d'y emménager dès le mois prochain. Et toi, qu'en dis-tu? Partage ton avis dans les commentaires. Très bien, maintenant nous savons ce qui serait arrivé si notre Terre avait vu le jour près de Proxima Centauri. Mais si elle était apparue autour des 2 autres étoiles? Malheureusement, il nous serait impossible de tourner autour de 2 étoiles en même temps. Les scientifiques pensent qu'il y a une planète qui saute d'une orbite à l'autre entre Alpha Centauri A et B. Mais elle est probablement très froide. Choisissons donc Alpha Centauri A. Tout comme sur la nouvelle Terre, les températures moyennes y seraient d'environ 21 degrés. Mais les variations de température seraient assez importantes. Elles passeraient de moins 73 degrés au pôle sud à 45 degrés à l'équateur. Près du nord, il ferait donc plutôt bon vivre. Une journée durerait toujours 24 heures et la période orbitale serait d'1 an et 1 mois. Ce serait plus ou moins pareil près d'Alpha Centauri B, mais la période orbitale y serait d'environ 6 mois. Les autres conditions y seraient très similaires à celles de la Terre. Les changements de saison ne seraient presque pas perceptibles. Les températures ne changeraient pas beaucoup non plus. Où que nous nous installions, l'étoile voisine serait bien visible. Mais nous ne verrions probablement pas Proxima Centauri. Et c'est à peu près tout. Bien sûr, tout cela suppose des conditions parfaites. Tout comme sur Terre, le moindre changement, qu'il s'agisse d'une atmosphère trop ténue ou d'une plus grande distance par rapport à l'étoile, est tout tombe à l'eau. Nous avons donc eu énormément de chance avec notre Terre. Mais les possibilités de découvrir une planète habitable sont très élevées. Au minimum, il y a 15 millions de planètes dans notre univers où nous pourrions trouver de la vie.